c'est c'est de montrer quels sont les engagements qui ont été pris par la ville en matière de restauration collective responsable. Il y aura un certain nombre d'intervenants, vous verrez, des élus, des agents de la ville, des parents d'élèves aussi qui vont intervenir pour illustrer un petit peu ces engagements-là. Je ne vais pas être plus long. Je vais laisser la parole à Madame le maire qui va pouvoir du coup introduire cette séance publique et puis vous expliquer aussi pourquoi la ville s'est engagée dans cette démarche. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Anthony pour ce départ de cette soirée. Effectivement, il y a toujours quelques petits points techniques à régler. J'espère que pour toutes les personnes qui se sont connectées, il n'y en aura pas et que nous pourrons passer une soirée à vraiment pour échanger, même si on va le faire de manière un peu différente de ce que l'on a l'habitude de faire. On va pouvoir échanger autour de cette démarche Mon Resto Responsable. Alors, ce que je vais faire, c'est vrai que ici, dans l'organisation, nous sommes plusieurs dans la même pièce, mais bien évidemment, nous respectons la distanciation, nous respectons évidemment l'utilisation de certains produits pour justement être dans la bonne forme pour se prémunir les uns les autres. Par contre, pour le son et l'expression, ce qui va se passer et ce que je vous propose, c'est que je puisse retirer le masque pour pouvoir échanger avec vous et les différents interlocuteurs qui sont là autour de moi feront de même lorsqu'ils prendront la parole. Et si c'est simplement pour être un peu plus audible que ce que l'on peut l'être au travers de nos masques. Voilà, donc je me permets de le retirer maintenant. Et donc, l'alimentation. Alors, l'alimentation est vraiment un enjeu majeur et on le sait tous. Et je crois qu'on l'a encore beaucoup plus ressenti peut-être pendant cette dernière année. Et au niveau de l'alimentation, sur la ville de Couëron, il y a déjà eu des démarches lancées depuis un certain nombre d'années pour justement avoir une alimentation qui soit la plus saine possible. Et si cette démarche avait été mise en place, c'était aussi tout simplement pour à la fois permettre aux enfants, puisque là, nous, on va parler d'alimentation qui touche la restauration collective, mais la restauration collective au niveau scolaire. Et notre volonté était vis-à-vis des enfants de leur permettre d'avoir un certain bien-être et que ce bien-être a plusieurs recherches, c'est-à-dire cette santé, qu'ils préservent leur santé, que leur santé soit préservée de différentes manières et qu'au niveau de cette santé, elle permette aussi cette réussite scolaire que nous visons et qui est recherchée évidemment pour tout élève lorsqu'il se retrouve dans ce milieu scolaire. La restauration scolaire donc a été travaillée, questionnée, les menus qui ont été aussi fortement questionnés au travers évidemment des matières qui constituaient les repas et que l'on retrouvait dans l'assiette de nos enfants, mais aussi tout ce qu'il y a autour de cette assiette, à la fois l'accompagnement, mais bien évidemment tout le volet éducation A, qui a été et qui est continué à travailler. On continue à travailler avec évidemment les enfants, avec évidemment toute la communauté éducative autour de l'enfant pour que nous puissions avoir les meilleurs résultats possibles pour que cette assiette soit la plus qualitative possible pour nos élèves et nos enfants. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et nous y travaillons. Et nous avions évidemment, à un moment donné, souhaité rejoindre cette démarche Mon Resto Responsable. Donc, cette démarche a d'abord été
mise en place à un moment donné au travers d'un diagnostic qui a été fait, qui a été réalisé. Toute cette démarche va vous être présentée. Et bien sûr, maintenant, il y avait l'officialisation de l'entrée de la ville dans au niveau du resto responsable. Et pour ce faire, nous aurions dû déjà le faire il y a un an. Mais voilà, nous étions dans un autre souci qui nous a touchés, puisque nous étions à ce moment-là fortement impactés. On était même encore en confinement pour la période à laquelle nous aurions dû lancer cette démarche. Un an après, on voit bien que nous ne pouvons pas non plus la mettre en place de la façon dont nous aurions souhaité le faire auprès de vous, auprès des enfants. Donc, nous avons pris et nous avons fait le choix de pouvoir lancer cette démarche d'une manière un peu différente via cette visioconférence aujourd'hui, mais avec la promesse de se retrouver dans quelques temps pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus conviviale et en présentiel. Et à ce moment-là, pouvoir entrer et dans la démarche de visite de certains lieux et aussi voilà, de pouvoir aussi même goûter à un moment donné certains plats. Je précise aussi qu'au niveau de la restauration collective concerne à la fois l'école, bien évidemment, mais aussi tous les temps extrascolaires qui sont donc les périodes de vacances et aussi la période le mercredi midi, puisque là, le mercredi midi s'enclenche après un temps de centre aéré et donc l'alimentation et cette démarche resto responsable concerne tous les temps de vie de l'enfant voilà, sur le territoire couéronnais. Je ne vais pas être plus longue, je vais laisser maintenant d'autres intervenants prendre la parole et j'espère que vous passerez un moment très agréable et surtout très pédagogique et éducatif, puisque c'est ce qui est recherché au travers de ce lancement. Merci. Du coup, je vais laisser la parole à Patrice Ravenot, qui travaille à la Fondation Nicolas Hulot, qui est responsable du programme Mon Resto Responsable et qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière cette démarche et puis quelles sont les étapes clés. Merci. Un petit temps de latence parce que je n'étais pas autorisé à réallumer mon micro. Voilà. Mais au contraire, je suis ravi, comme disait Carole Grelot, de enfin pouvoir assister à cette séance Mon Resto Responsable. Cette séance Mon Resto Responsable qui s'inscrit dans toute une dynamique au niveau de la Loire-Atlantique, hein, puisqu'il y a de nombreuses collectivités qui sont soit déjà engagées dans la démarche, soit qui sont en train de s'engager. Le Crous, j'en profite pour le dire, va s'engager, tous les restaurants universitaires, jeudi. Une séance pareille en visio, jeudi à 11h. Peut-être pourriez-vous passer la diapo sur les étapes de la démarche, s'il vous plaît? Voilà. Alors, pour rappeler que la démarche Mon Resto Responsable, ça a été créé par le réseau Restoco et la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Moi, je coordonne la démarche à la Fondation Nicolas Hulot. La démarche, comme l'a dit Madame le maire, commence par un questionnaire d'auto-évaluation qui est vraiment un questionnaire professionnel que la restauration a rempli. Ça prend une bonne heure pour le remplir, 1 à 2 heures, et ensuite un échange avec un autre restaurant engagé sur le territoire. Ce qu'on essaye de créer à travers ces échanges, c'est vraiment de l'échange d'expériences pratiques, c'est-à-dire vous, comment vous faites pour régler tel problème, le tri des déchets par les enfants en maternelle, vous pensez que c'est possible? Ah bah oui, c'est possible, nous on l'a mis en place. Voilà, c'est ça qu'on essaie de favoriser, c'est des échanges pratiques entre responsables de restaurants. Je vois que Marie Lecadre, d'ailleurs, vous avez vous-même échangé, votre visiteur technique, c'était la ville de Saint-Sébastien, de mémoire. Qui était-ce? C'était une personne qui était sur une fondation sur Nantes, plutôt avec un public de personnes en situation de handicap, donc un regard vraiment complémentaire. Oui, voilà.
plutôt sur une visite technique à Carquefou, là, fin juin, mais plutôt en tant qu'experte pour le coup. Voilà, et pour le coup, vous allez rendre le même service à d'autres. À travers Mon Resto Responsable, on essaye vraiment de favoriser la création de liens entre les responsables de restauration d'un territoire. Et puis, suite à cette visite technique qui remonte déjà à un certain temps, vous êtes réunis, alors, comme on le voit sur le petit dessin, autour d'une table. Alors, autour d'une table, j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde des services, pour le coup, et du service éducation, du service animation du temps de l'enfant et également du service restauration pure, pour définir une dizaine d'axes de progrès, une dizaine d'engagements qui vont vous être présentés aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on en arrive à la séance publique d'engagement, donc, où vont vous être présentés officiellement les engagements qui ont été décidés par la mairie pour les 2 ans qui viennent. Et ce qu'il n'y a pas sur cette diapo, c'est qu'évidemment, ensuite, les engagements, il va falloir les mettre en œuvre, les respecter, et dans un délai de 2 ans, réorganiser une nouvelle séance, donc, où vous serez tous les participants de nouveau invités. Et là, vous aurez à voter sur le fait que, oui, réellement, la mairie, la ville a respecté les engagements qu'elle avait pris ou qu'elle ne les a pas respectés. Alors bon, je ne suis pas devin, mais enfin, j'imagine que vu les ambitions que vous avez, vous, et l'ardeur que vous allez les respecter. Ceci dit, c'est un système participatif de garantie, et donc c'est bien le public, les parties prenantes qui garantissent le respect des engagements. Je précise aussi qu'il n'y a pas de niveau minimal ni maximal à atteindre dans Mon Resto Responsable. Ce n'est pas un label. Ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur restaurant. Ce n'est pas le guide Michelin. Tout restaurant collectif peut s'engager dans la démarche. L'essentiel, c'est de progresser. Mais de progresser en continu et, quand on prend des engagements, de les tenir. Voilà pour les étapes de la démarche Mon Resto Responsable. Et à vous les studios. Merci. Dans la méthodologie du coup de la Fondation Nicolas Hulot, il y a la présence d'un témoin pendant la séance publique d'engagement. Marie, est-ce que tu peux nous préciser un peu le rôle de ce témoin-là? Qui c'est aussi pour cette séance publique et comment aussi il a pu nous accompagner peut-être sur d'autres projets aussi de la restauration collective? En effet, on est accompagné dans le cadre de la démarche par Ecopol, qui est un CPIE. Alors, CPIE, ça ne parle pas à beaucoup de personnes. Ça signifie Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est un partenaire de la ville depuis de nombreuses années, notamment sur tout ce qui relève de la formation de nos équipes au développement durable et aux enjeux qui y sont liés. Donc, Ecopol nous a accompagnés sur cette partie-là depuis de nombreuses années, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et depuis le démarrage de la réflexion sur Mon Resto Responsable, à savoir la réalisation notamment du diagnostic de nos pratiques, nous avons Françoise Briard, référente chez Ecopol, qui nous a accompagnés et qui aujourd'hui est présente sur cette visioconférence et témoin des engagements que nous avons fléchés et que nous allons mettre en œuvre dans les 2 années à venir. Merci. Là, je propose à Ludovic Joyeux, qui est le premier adjoint à la transition écologique, à la citoyenneté, à la vie associative, peut-être de nous préciser comment les 12 engagements que la ville a pris dans le cadre de Mon Resto Responsable, comment ça résonne, comment ça s'articule avec le projet de la collectivité. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, la résonance, elle est là pour ce qui est du projet politique que nous animons depuis désormais 1 an que nous sommes investis, mais nous l'avions, en fait, la démarche Mon Resto Responsable est une démarche qui avait été initiée sur la fin du précédent mandat. Donc, voilà, il y a quelque chose qui s'inscrit dans une forme de continuité et qui, effectivement, trouve à se décliner, ou en tout cas, on pourrait faire l'exercice, on va le faire un petit peu, se décliner dans les 3 axes prioritaires, en tout cas, la manière dont, schématiquement, on peut décliner le projet politique que nous portons pour la ville de Couëron. Donc, ces 3 axes prioritaires, quels sont-ils? Il s'agit effectivement, en premier lieu, de placer la transition écologique au cœur de l'ensemble des politiques publiques que nous avons à manager. J'ai envie de dire politiques publiques qui procèdent de nos compétences, comme aussi ce qui procède du partenariat que nous avons avec les autres institutions, voire les autres catégories d'acteurs qui interviennent sur ces différents champs. Donc là, au titre de la transition écologique, forcément, on peut retrouver un certain nombre d'interventions qui, peu ou prou, participent à cette réflexion sur Mon Resto Responsable. Je dis bien peu ou prou parce qu'il peut y avoir des impacts directs comme indirects. Je citerai pêle-mêle, notamment pour faire le lien avec Nantes Métropole, de ce qui relève du coup du soutien à l'agriculture périurbaine. Quand on parle de Mon Resto Responsable, on parle de filière d'approvisionnement. Et donc, il est aussi important de voir dans quelle mesure ces filières d'approvisionnement se structurent, se consolident pour rendre possible des intentions, et pas uniquement que ces intentions soient uniquement du registre de
la parole publique, mais qu'elles se traduisent en actes. Je pourrais aussi citer le fait qu'on peut, ça initie effectivement toute une réflexion, ou du coup ça participe ou prolonge une réflexion sur la gestion et la valorisation des déchets, inévitablement, puisque Mon Resto Responsable intègre toute une réflexion sur le gaspillage alimentaire et la manière dont soit on sensibilise les enfants à ce que le gaspillage représente, soit la manière dont même les repas sont composés. Et là, c'est toute une réflexion qui est très structurante au niveau de l'offre de repas, puisqu'il s'agit notamment pour Couéron de passer de 5 composantes à 4 composantes. On sera certainement amené à en dire davantage sur cet aspect-là. Et puis, ce qui procède effectivement du déchet ordinaire, avec cette volonté de les diminuer, et puis de voir surtout comment on peut les revaloriser, notamment à travers des interfaces, des supports qui peuvent eux-mêmes être des supports pédagogiques tels que des composteurs. Alors, ce ne sont que quelques exemples, je pourrais en citer plein d'autres, mais c'est pour étayer et illustrer un peu mon propos. Deuxième axe prioritaire, c'est dans quelle mesure notre projet politique participe d'une forme de confortation de la cohésion sociale sur notre territoire, en assurant bien évidemment une notion que j'espère chacun aspire à porter haut, à savoir cette notion de bien-être des habitants sur notre territoire. Alors là aussi, on pourrait citer des éléments qui renvoient très clairement notamment à la politique tarifaire. La cohésion sociale, ça renvoie à des notions de solidarité. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un repas, le coût de revient d'un repas n'est assumé par aucun des parents dont les enfants déjeunent dans nos cantines. Donc là aussi, il y a une logique qui est forte au niveau de la tarification sur notre territoire, une tarification solidaire progressive qu'on sera certainement amené en plus dans les années à venir très prochainement à là aussi réétayer pour plus d'équité dans sa répartition. Et là, on est clairement sur quelque chose qui bénéficie aussi à tous. Donc, on est bien sur cette notion de comment ce repas, comment ces 4 ou 5 repas dans la semaine participent d'une qualité que peut-être les 21 repas sur la totalité de la semaine des enfants, voilà, comment ils se distinguent et comment ils apportent quelque chose et comment, au bout du compte, ils participent aussi d'une forme de sensibilisation, j'allais presque dire d'acculturation auprès des parents qui peuvent aussi être tout à fait, j'allais dire, voilà, enclin à aspirer à de nouvelles pratiques, à de nouvelles, peut-être même à réinvestir le champ de la cuisine au regard de ce qui peut être proposé par notre restauration. Et puis enfin, le dernier axe qui renvoie à la qualité de vie au quotidien sur notre environnement, avec là des éléments qui peuvent être, voilà, on perçoit, Madame le maire tout à l'heure parlait de santé publique, oui, effectivement, il y a une réflexion tout à fait aboutie sur les repas qui sont proposés, de manière à ce qu'ils soient particulièrement bien équilibrés. Et là aussi, malheureusement, on le sait, tous les enfants ne bénéficient pas forcément de repas équilibrés sur le plan nutritionnel à leur domicile. Donc voilà, on participe de cet élément-là. Et donc effectivement, ces 3 axes prioritaires qui sont de l'ordre de notre projet politique trouvent une résonance singulière au sein des 4 piliers qu'on va être amené à décliner dans la suite de notre présentation. Donc qu'il s'agisse du bien-être, qu'il s'agisse de l'assiette responsable, qu'il s'agisse des éco-gestes ou qu'il s'agisse de l'engagement social et territorial que nous prenons à travers ce dispositif Mon Resto Responsable. Merci. On va pouvoir commencer à détailler un peu ces 4 axes. Le premier, c'est celui du bien-être des enfants pendant leur repas. La proposition, à défaut de pouvoir vous faire visiter les offices de restauration, la cuisine centrale, on a tourné des petites vidéos pour vous présenter un petit peu ces lieux-là. Et la première vidéo, elle va vous permettre d'illustrer ce thème du bien-être à l'école. Et puis après, je laisserai le soin à Pierre Camus, qui est adjoint à l'éducation, de détailler un peu les engagements qui ont été pris dans le cadre de ce thème-là. Donc, en effet, on a eu la volonté de tourner des vidéos qui permettent de rendre un petit peu plus concret ce temps du midi. Là, on commence avec l'axe du bien-être où on a tourné il y a une quinzaine de jours dans plusieurs restaurants. Là, on voit le restaurant à l'instant de la Métairie, notamment. Juste avant, on voyait Jean Zay. Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de la ville depuis aujourd'hui et vous verrez qu'elles sont mises en musique. Là, on a souhaité ne pas mettre la musique parce que c'est souvent assez problématique sur des visioconférences et ça nous permet aussi d'expliquer dans quel contexte on a tourné ces dernières. L'idée, c'est pour vous, parents, usagers, intervenants, partenaires, de vous rendre compte de ce temps du midi, comment ça se passe. On voit le sourire des enfants, hein, c'est un temps qui est très convivial, c'est le moment qu'on appelle dans notre jargon le moment de décharge des enfants, qui est un moment propice à l'éducation au goût, on va en reparler, qui est un moment de création de liens avec ces jeunes usagers, où ce temps méridien, là on voit qu'il dure 1h45 quand même, pendant lequel il y a à peu près une demi-heure de consacré au repas.
Pour ce faire, on a 200 agents au quotidien qui travaillent dans toutes les écoles de la ville. Et au quotidien, on produit quand même 1750 repas, ce qui n'est pas rien, sur notre cuisine centrale dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette visioconférence. Je vais laisser la parole à Pierre Camus. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. Très heureux d'être ici avec vous ce soir. Alors effectivement, je vais vous décliner les 4 engagements qui découlent du premier pôle identifié par les services de la mairie pour améliorer continuellement notre restauration responsable. C'est le pôle bien-être qui commence effectivement, comme vous le voyez, par un premier engagement que nous souhaitons tenir, qui est celui de développer l'éducation au goût en restauration collective, notamment autour du projet Clémentine. Alors, le projet Clémentine, c'est un acronyme qui signifie clé pour une meilleure alimentation à la cantine, et c'est un programme de formation qui est à destination des agents de la restauration et qui permet d'améliorer les postures éducatives des personnels envers les enfants pour les amener à pouvoir goûter, à pouvoir entretenir de meilleures relations à l'alimentation, qui parfois est plutôt compliquée en fonction de chaque vécu. Parce que le constat qui est fait avec ce projet Clémentine, c'est que mettre des aliments de qualité dans l'assiette de l'enfant, c'est bien, c'est une première démarche très importante, mais encore faut-il que les enfants, du coup, mangent ce qu'il y a dans l'assiette. Et on sait très bien, et ça a été étudié par de nombreux chercheurs, que le climat dans lequel le repas se prend est très déterminant dans la manière dont l'enfant va pouvoir ou pas réussir à du coup s'alimenter. Et le projet Clémentine donc a cette vocation de sensibiliser les agents qui du coup sont au contact des enfants pour les amener à essayer, à goûter, à essayer peut-être également de s'acculturer à d'autres aliments qu'on ne veut pas forcément manger ou dont on a peut-être des a priori. Voilà, tout un ensemble de choses qui permet de développer pour nous la diversité des aliments que l'on peut proposer, mais également la qualité et permettre à chaque enfant de pouvoir réellement réussir à s'approprier l'assiette, entre guillemets, personnellement. C'est une démarche qui se réalise du coup dans les restaurations scolaires durant le temps du midi en semaine, mais également durant les périodes de vacances, durant effectivement au sein des centres de loisirs, où cette démarche continue également du coup, en dehors des temps scolaires. Ça, c'est pour le premier engagement, développer l'éducation au goût. On passe effectivement au second, qui est cette fois-ci d'adapter l'affichage dans les restaurants scolaires. Alors ici, l'objectif pour nous, véritablement, il est de faciliter une sorte de communication, une sorte d'information sur à la fois les menus, mais également les ingrédients qui sont utilisés dans les menus pour les enfants, dans la confection des repas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est que entre les différentes sources d'informations sur les murs, les enfants ont beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à voir, et parfois, ce n'est pas spécialement clair. Ici, l'objectif, c'est vraiment de réimpliquer l'enfant, de refaire lien avec l'enfant sur l'aliment qu'il consomme, à la fois, du coup, en lui permettant d'avoir accès à une meilleure information, à son niveau, bien sûr, une information destinée au public de l'enfant, mais également de le rendre acteur, c'est-à-dire en l'associant à la création de ces affichages, pour qu'il soit à la fois partenaire, mais également récepteur de ces différents niveaux d'information. Voilà, ici, l'idée, véritablement, c'est d'être en transparence avec ce qui peut se faire et d'intégrer, de mettre en concertation l'enfant dans cette démarche qui est la nôtre, de pouvoir effectivement améliorer l'alimentation, comprendre d'où ça vient, que finalement l'assiette n'apparaît pas par magie derrière le comptoir de la cantine, qu'il y a bien tout un processus, et ça, c'est vraiment une importance de sensibilisation vis-à-vis des enfants. Donc ça, c'est le second engagement du pôle bien-être, adapter l'affichage, qui nous amène du coup au troisième, qui est de mener une réflexion sur la pause méridienne. Alors quand on dit mener une réflexion, on peut le prendre à la fois sur le terme quantitatif, mais également qualitatif de ce temps. Sur le terme qualitatif, effectivement, le temps pour nous, le temps ville périscolaire de la pause méridienne, c'est un temps qui doit s'articuler avec les différents temps scolaires et autres périscolaires que peut vivre l'enfant sur le temps de la journée. Et ce temps-là doit être, comme l'a rappelé du coup Ludovic Joyeux, un temps éducatif dans lequel effectivement l'enfant est amené à apprendre, à découvrir, à s'émanciper au travers de l'alimentation. Et cette réflexion, elle se fait en tout cas autour d'une démarche qu'on appelle la charte de la pause méridienne, qui est un document, une réflexion collective dans lequel on essaye d'engager chaque partenaire qui se trouve aux côtés de l'enfant durant le temps du repas
pour réfléchir à comment améliorer ces pratiques, comment améliorer la relation de l'enfant et de l'alimentation. Ça, c'est pour la partie qualité, mais on peut effectivement penser à la partie quantitative, en termes de temps réel accordé aux enfants pour manger. Alors aujourd'hui, on est également dans une réflexion qui se fait site par site sur effectivement comment est-ce qu'on laisse le temps aux enfants de pouvoir effectivement manger en tranquillité, ne pas être un temps contraint, mais un temps finalement choisi dans lequel on peut effectivement prendre le temps d'avoir des ateliers, de pouvoir se restaurer, de pouvoir apprécier ce qu'on a dans son assiette. Et ça, c'est effectivement une réflexion que nous menons aujourd'hui sur différents sites. Nous testons des choses concrètement. On essaye de mettre en place différents modèles pour voir ceux qui marchent le mieux, ceux qui permettent de faire le plus de choses. À terme, on a vocation peut-être d'homogénéiser une pratique qui sera celle qu'on aura retenue, qui sera celle la plus performante, entre guillemets, qui permettra de donner le plus de qualité à ce temps du repas en termes de temps. C'est le troisième engagement, ce qui nous amène au dernier engagement de ce premier pôle, qui est finalement de mettre en place un plan d'action pour améliorer la gestion du bruit dans l'ensemble des restaurants scolaires, parce qu'on sait que c'est une des grandes problématiques des restaurants scolaires qui sont bruyants, dans lesquels on peut avoir de l'écho. C'est les temps effectivement où on accueille beaucoup d'enfants au même moment, où on a des personnes qui travaillent, des personnes qui viennent, qui passent. Donc ça peut effectivement être un temps qui peut mal se vivre dans certains lieux. Donc ici, l'objectif véritablement, il est de gérer ce bruit pour le diminuer au maximum. On identifie aujourd'hui 2 leviers pour essayer de travailler sur ce sujet, à la fois créer des ateliers éducatifs avec les enfants pour traiter spécifiquement cette question-là, essayer de réunir des enfants pour qu'ils puissent déterminer entre eux les bonnes pratiques à adopter pour essayer de gérer ce bruit, et surtout également, du point de vue de la ville, renouveler un matériel, les fournitures de la restauration pour maximiser effectivement cette diminution du bruit. Ça passe par les revêtements qu'on peut mettre sur les tables, les plateaux, les couverts, différentes choses qui serviront au final à créer une ambiance sonore qui soit la plus propice possible pour permettre que le temps de la restauration soit un temps serein pour les enfants. Voilà pour ce qui est de mon premier pôle d'engagement, qui nous amène au second. C'est bien ça. Je vous propose de partir sur le second. Donc, après s'être intéressé un peu sur les conditions, en gros, dans lesquelles les enfants prennent leur repas, on va vraiment aller sur le contenu de leur assiette. N'hésitez pas, en tout cas, si jamais vous avez des questions de compréhension, s'il y avait des points que vous souhaiteriez que les élus puissent développer, à les poser sur le chat. On a prévu un temps, justement, où ces questions seront posées aux intervenants à la suite de la présentation de ce deuxième thème. Là, je vais vous proposer du coup de visualiser une vidéo qui va vous permettre de voir comment sont produits en fait les repas dans la cuisine centrale avant qu'ils soient livrés dans les offices de restauration de l'ensemble des sites scolaires de la ville. Donc en effet, deuxième axe de la démarche, c'est l'assiette responsable, et il me paraissait tout à fait pertinent de pouvoir vous montrer les locaux de notre cuisine centrale. C'est souvent quelque chose qui intrigue, et c'est un des piliers de la démarche. La Fondation Nicolas Hulot y tenait particulièrement à ce qu'on puisse vous montrer ce qui se passe en cuisine centrale. Donc là, vous allez voir différentes images qui vous montrent des moments clés de la journée, des actions qui sont faites par nos agents. Je tiens à les saluer. Ils sont 7 au quotidien à produire ces repas, les conditionner, les livrer sur les différents restaurants scolaires. Ils ont à cœur de faire leur métier pour les enfants, pour avoir des repas de qualité. C'est une belle équipe qui, tous les matins, se lève tôt pour avoir un contenu dans l'assiette qui soit apprécié par nos jeunes têtes blondes. Donc là, vous voyez les locaux de production chaude avec ces grandes sauteuses. C'est vrai que parfois, c'est difficile à imaginer. On envisage à terme de pouvoir proposer des visites de cuisine centrale pour les enfants. Ce n'est pas si simple à organiser, mais cette vidéo, elle aura l'intérêt de pouvoir être montrée aux enfants. C'est vrai qu'on est tous équipés maintenant de smartphones. Ça peut permettre sur des ateliers spécifiques de leur montrer justement ce qui se passe tôt le matin en cuisine centrale, boulevard Blanchot. Donc là, vous voyez la plonge, parce que c'est important qu'on puisse avoir des denrées conditionnées dans des contenants propres et les plus sains possibles. Et puis les engagements vont vous être présentés en détail par M. Ludovic Joyeux, qui va prendre ma place. Voilà, je reviens devant vous pour cet axe qui effectivement renvoie
cette notion d'assiette responsable et autour de 3 items particuliers. Le premier qu'on a intitulé « Augmenter la part des produits dits de qualité dans nos menus », avec une situation aujourd'hui qui est de 50% de produits qui sont dits de qualité. Donc, ce sont les fameux produits labellisés SIQO. Donc, SIQO, c'est signe d'identification de qualité et d'origine, dont 20% de bio. Donc ça, c'est l'état des lieux aujourd'hui. Nous sommes à 50% de produits de qualité dans la fabrication de nos repas, avec du coup, là, on est sur quelque chose qui est tout à fait conforme à ce que la loi Egalim nous oblige à mettre en œuvre dans nos cuisines. À partir de septembre 2021, autrement dit, juste après les grandes vacances scolaires, on sera à 60% de produits de qualité, et dont du bio, avec dans cette logique qui a été évoquée tout à l'heure dans les propos introductifs, à savoir cette logique de progression continue au titre de cette démarche Mon Resto Responsable. L'ambition, et c'est un engagement politique qu'on a pris au titre de notre programme politique, de tendre vers 70% de produits labellisés SIQO d'ici la fin du mandat. Alors, on pourrait considérer, on pourrait nous poser la question, ce qui a déjà été fait, de savoir pourquoi nous ne passons pas tout de suite à ce niveau-là d'engagement. Pour une raison assez simple, qui est un principe de responsabilité, c'est le cas de le dire, où il faut que les filières d'approvisionnement soient elles aussi en capacité de continuer de nous approvisionner et qu'on n'ait pas à des moments donnés des ruptures de charge dans la manière dont on s'approvisionne sur ce type de produit. Ce qui renvoie du coup un tout petit peu aux propos introductifs de tout à l'heure, ceux portés par Mme le maire, où on est effectivement sur des jeux d'emboîtement d'échelle. Ça concerne notre territoire, mais pas que. Ça concerne le territoire de l'agglomération et ce fameux territoire dit de proximité qui en fait dépasse largement le cadre de la métropole nantaise et intègre globalement le département de la Loire-Atlantique comme espace de proximité pour nos différents produits. Sur le deuxième point, on est sur le fait de développer précisément l'approvisionnement en pain local et bien évidemment, on l'espère, de qualité. Et donc là, pour cet aspect-là, et pour intégrer aussi cette dimension sociale et sociétale qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un travail qui est effectué avec un ESAT situé dans la ville de Blain, donc légèrement au nord de l'agglomération nantaise, pour le pain qui en fait est consommé en périscolaire, avec une réflexion en cours qui est actuellement menée pour voir dans quelle mesure les boulangers locaux pourraient approvisionner notre restauration à hauteur globalement de 20% maximum de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une réflexion. C'est la même manière que tout à l'heure j'évoquais l'impérieuse nécessité de veiller à ce que les processus d'approvisionnement soient bien assis, bien stabilisés. Là aussi, ça peut paraître très joli sur le papier, mais il faut malgré tout accompagner ces acteurs économiques locaux dans la possibilité pour eux d'intégrer cette production dans cette part de production supplémentaire et non négligeable dans leur production quotidienne. Et puis enfin, troisième aspect, c'est fondamentalement former les équipes des restaurants scolaires à la mise en valeur des plats produits au sein de la cuisine centrale, avec du coup, on l'a évoqué, le partenariat qui aujourd'hui nous unit à Ecopole, le fait qu'il y ait aussi des logiques de transmission de pratiques et de savoirs qui s'opèrent en interne, avec cette capacité pour la collectivité de former, y compris les nouveaux agents qui pourraient intégrer ces effectifs. Donc, on est sur cette logique de formation continue auprès des équipes, avec d'ailleurs après des interventions qui peuvent être menées par des experts thématiques sur des aspects, sur des problématiques plus spécifiques. Je citerai notamment l'exemple de M. Gilles Davout en février 2020, qui était intervenu sur les techniques culinaires végétales en association avec une association du secteur qui s'intitule Du pain sur la planche et qui, du coup, avait eu cette démarche d'éducation au goût dans la valorisation des menus pour 2021. Voilà ce que je pouvais évoquer avec vous sur cet aspect-là. Merci. Donc, on a vu lors de la vidéo que c'était les agents de la ville donc, qui cuisinaient, qui préparaient les repas. Marie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment la ville s'approvisionne justement pour pouvoir confectionner les repas pour les enfants? En effet, sur la collectivité, on a un marché avec un prestataire qui nous fournit les denrées alimentaires brutes qui sont ensuite cuisinées par nos équipes. Ce marché, il était en questionnement depuis quelques mois puisqu'on arrivait en fin de marché au 31 août. Et donc là, on peut officiellement annoncer qu'on va pouvoir renouveler notre marché de restauration avec notre prestataire Restoria, prestataire qui est depuis 10 ans sur la collectivité en approvisionnement en denrées alimentaires. J'ai vu qu'ils étaient connectés, j'en profite pour les saluer. Ils nous ont proposé une belle offre qui nous permet d'accompagner la ville sur l'augmentation de la qualité des denrées notamment, mais pas que. Donc là, ça a été cité. À partir de septembre, on aura 60% de produits soit bio, soit labellisés dans nos menus.
Donc, c'est bien notre prestataire, notre partenaire qui nous accompagne pour qu'on ait la qualité dans l'assiette en termes d'approvisionnement. On aura toujours un repas végétarien semaine, c'est la loi Egalim qui nous l'impose. Donc, on continuera sur cette lancée avec l'accompagnement toujours de notre prestataire sur des recettes différentes et des techniques culinaires aussi qui peuvent permettre d'élargir le panel de ces recettes végétariennes. Et changement pour la rentrée à venir, on aura une alternative végétale, un remplacement pour tous les enfants qui ne mangent pas de porc, pas de viande ou qui sont végétariens. En effet, aujourd'hui, dans nos restaurants scolaires, on a de plus en plus d'enfants qui ont des restrictions alimentaires, qu'elles soient culturelles, religieuses ou personnelles. Et aujourd'hui, dans nos menus, lorsqu'il y a de la viande, ça n'est pas nécessairement remplacé. Donc, pour avoir des menus qui soient équilibrés pour tous, à partir de septembre, on remplacera la part protéique représentée par la viande ou le poisson par une alternative, prioritairement des légumineuses, parce que ça va dans le sens de l'équilibre alimentaire et de ce qu'on doit inculquer aux enfants en termes d'approche éducative au goût, mais aussi à base d'œufs, ponctuellement de soja ou autre. On va, comme ça a été cité en début de présentation de ce pilier, augmenter également les repas à 4 composantes. Au regard du travail qui est mené sur le gaspillage alimentaire, qui va vous être détaillé juste après, on a constaté que lorsqu'un repas est à 4 composantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée, donc il y a le plat, ensuite un fromage et un dessert, il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire, l'enfant a plus le temps de le manger et de mieux le manger. Donc, on va augmenter la fréquence de ces repas à 4 composantes à partir de la rentrée, ce qui nous permet d'avoir un levier pour acheter mieux nos denrées alimentaires et augmenter la qualité dans l'assiette. Donc, on aura par semaine 3 repas à 4 composantes, un repas à 5 composantes, fléché le mercredi sur le jour des centres de loisirs où les enfants se dépensent davantage, et un repas végétarien par semaine. Le pain a été cité, donc en effet, on va avoir des partenariats locaux qui vont se mettre en place et on aura systématiquement du pain semi-complet qui sera proposé à partir de la rentrée et non plus du pain blanc. Et actuellement, nous avons un pain spécial par semaine. À partir de la rentrée, on basculera à 2 pains spéciaux, aux céréales, rustiques, bio, bleu blanc cœur, etc. Donc on voit bien là, à partir de septembre, qu'on monte vraiment sur une prestation alimentaire d'une autre qualité. C'était satisfaisant aujourd'hui, on va faire encore mieux demain. Et c'était pertinent de pouvoir vous présenter ces éléments-là ce soir parce que ça contribue à alimenter notre démarche Mon Resto Responsable. On va pouvoir passer aux questions et remarques. Je ne sais pas si à ce niveau-là de la réunion, donc on a notre collègue Stéphanie Hayashi qui du coup suivait un peu les questions qui auraient pu être posées sur le chat. Est-ce qu'on a déjà des questions qui ont pu être remontées sur ces 2 premiers piliers? Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions, suggestions ou témoignages relatés dans le chat. Mais néanmoins, pour initier l'échange, je vous propose de... Ah, une question arrive. Alors du coup, je lance la première question. Est-ce que la ville travaille avec des producteurs couéronnais pour approvisionner la cuisine centrale? Je vais me permettre de reprendre la parole. Donc, en effet, actuellement, on ne travaille pas spécifiquement avec des producteurs couéronnais, tout simplement parce qu'il y a une complexité en termes de mise en œuvre. Il faut à la fois que ces producteurs soient structurés pour pouvoir répondre à des marchés publics. Il faut également qu'ils soient d'une taille suffisante pour nous approvisionner une quantité de denrées suffisante par rapport au volume qu'on produit quotidiennement. Et c'est quelque chose qu'on est en train de travailler actuellement dans le cadre du projet alimentaire de territoire. Le projet alimentaire de territoire se travaille avec Nantes Métropole et on est véritablement en train de structurer cet aspect-là. Ça prend du temps et c'est vrai qu'on a ce questionnement en cours qui revient souvent de la part des usagers. Ce n'est pas une volonté de la ville de ne pas s'approvisionner à Couëron, c'est juste qu'en effet, on n'a pas forcément les fournisseurs qui pourraient nous fournir en quantité. Par contre, dans le cadre du marché d'approvisionnement en denrées alimentaires, on a la possibilité dorénavant d'acheter nous-mêmes, ville de Couëron, 5 repas de la ville, en tout cas les denrées constituant 5 repas. Et on a la volonté de pouvoir faire des repas made in Couëron avec des producteurs locaux, puisque ce sera suffisamment ponctuel pour ne pas déstructurer ou rajouter une charge difficile à assumer par ces petits producteurs locaux.
Eh bien, du coup, cette première question a initié deux autres questions qui sont sur le chat de participants qui demandent la première sur les recettes végétariennes, parce qu'apparemment, son fils témoigne d'apprécier fortement ces recettes et la personne nous demande où on pourrait retrouver les recettes pour pouvoir les refaire à la maison. Est-ce qu'on pourrait avoir une newsletter, par exemple, de recettes végétariennes? Et du coup, je pose la deuxième question, comme ça, vous aurez les deux. La deuxième question concerne les 4 composantes avec l'interrogation sur le grammage. Est-ce que lorsqu'on passe à 4 composantes, est-ce qu'on augmente les grammages des 4 composantes pour être à équivalent avec les 5 composantes? Je vais pouvoir répondre sur la première question. C'est vrai que c'est des questions plutôt techniques, donc je garde la main sur les réponses. C'est vrai que dès lors que c'est des questions plutôt d'ordre politique, je m'y passe plus facilement pour les élus, mais là, on est vraiment sur des choses relativement précises en termes de technique professionnelle. Alors, premièrement, sur les recettes végétariennes. En effet, on s'est rendu compte que régulièrement, des parents revenaient vers nous pour avoir ces recettes. On vient de créer une rubrique dans e-démarche qui est l'interface informatique qui vous permet de réserver vos repas, notamment pour vos enfants. On a créé les recettes de la restauration. Pour le moment, on a 2 recettes qui sont fléchées, notamment un gâteau au chocolat, justement, qui nous avait été conseillé par Gilles Davot lors de sa formation l'an dernier et qui est fait à base de haricots blancs, qui avait beaucoup surpris les enfants une fois qu'ils savaient ce qu'il y avait dedans, mais qui avait été très apprécié sur le plan gustatif. Et donc là, la volonté, c'est vraiment régulièrement de pouvoir publier des recettes de la restauration que vous pourriez dupliquer à domicile. Concernant la newsletter qui est évoquée, on vient d'en faire une au mois de mars. C'était la première dédiée vraiment à la restauration. Toutes les familles n'avaient pas ne s'étaient pas forcément inscrites à cette newsletter, ce qui fait qu'une fois qu'elle est publiée, elle n'est pas republiée. Par contre, le contenu de cette newsletter est totalement accessible sur le site de la ville. Il suffit de taper restauration dans le moteur de recherche de la ville de Couëron et vous allez avoir tout le contenu qui a été mis dans la newsletter autour de 10 questions. Ça va des tarifs en restauration en passant par qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, qu'est-ce que le comité consultatif, etc. Donc, c'est une vraie mine d'informations. Vous avez vraiment 2 points d'ancrage, à la fois le site de la ville avec cette newsletter qui est décortiquée et qui est toujours accessible, et e-démarche où vous réservez vos repas, où vous allez avoir les menus, les recettes de la restauration. Récemment, on a créé une FAQ, une foire aux questions, parce que régulièrement, les usagers nous questionnent sur des choses qui peuvent être récurrentes. Et on s'est dit, c'est dommage finalement de ne pas donner à voir ces réponses de façon collective. Donc, il y a également une foire aux questions qu'on est en train d'alimenter là actuellement au regard des questions que vous nous posez. Concernant le repas à 4 composantes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un repas à 4 composantes, ce n'est pas un repas qui est déséquilibré par rapport à un 5 composantes. C'était en termes de quantité qui était posée la question. Voilà, et donc en termes de quantité, on est vraiment sur des quantités qui sont adaptées. Le repas n'est pas il n'y a pas d'apport nutritionnel inférieur avec un repas à 4 composantes, donc nécessairement les autres composantes sont augmentées en grammage. Tout à fait. Il y a une autre question qui apparaît sur le chat qui concerne aussi, je pense, les 4 composantes, puisque une personne rapporte que sa fille lui dit qu'il n'y a pas d'entrée parfois dans les menus et elle demande quelle en est la raison. C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on a un repas à 4 composantes par semaine. C'était dans le cadre de notre marché actuel avec notre prestataire. On ne pouvait pas augmenter la fréquence puisque légalement, dès lors qu'on a demandé une fréquence dans un marché public, on ne peut pas revenir dessus facilement. À partir de septembre, on commence un nouveau marché. Donc, on augmente cette fréquence de repas sans entrée. Donc, régulièrement, vous verrez ces repas à raison de 3 fois semaine sans entrée. Ça ne veut pas dire qu'on ne présentera plus d'entrée aux enfants. Ça veut dire qu'on jonglera entre une proposition d'entrée ou une proposition de fromage laitage et on gardera 2 fois dans la semaine des menus avec des entrées systématiques. Merci. Je vous propose peut-être de clôturer ce temps de questions-réponses. N'hésitez pas en tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, à les poser pendant qu'on va présenter les 2 prochains piliers, car on a prévu encore un temps d'échange à la fin de la réunion. Donc là, on va aborder le 3e pilier, qui est celui des éco-gestes, ou comment, avec des actions concrètes, on peut essayer de diminuer l'impact écologique de la restauration collective. Vous allez voir que les enfants, ils y participent avec plaisir dans la prochaine vidéo. Et puis après, je laisserai Ludovic Joyeux nous présenter justement les actions qui sont déjà mises en place et puis celles qui sont à venir.
Dernière vidéo filmée tout récemment dans nos écoles. Donc là, on est sur le site de la métairie où on souhaitait vous montrer un petit peu les éco-gestes qui étaient mis en place avec les enfants au regard à la fois de la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi du recyclage de nos biodéchets. Donc là, vous voyez sur le site de la métairie, c'est très pratico-pratique. Les enfants ont des seaux dans lesquels ils jettent leurs denrées alimentaires qui sont ensuite recyclées. C'est un geste qui est quotidien pour eux et qu'ils comprennent tout à fait. Là, sur le site de Louise Michel, on voit des tables de tri qui sont plus colorées, plus sympathiques, au niveau visuel en tout cas. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas parce qu'il y a une table de tri agréable à regarder que les enfants trient mieux. Donc, en fonction des problématiques de site et du contexte, on adapte la réponse matérielle. Là, ici, sur la métairie, vous voyez des enfants qui vont aller composter eux-mêmes les déchets, amener en tout cas les déchets dans le compost. C'est le partenaire Compost In Situ qui nous accompagne sur ce recyclage. Donc, les enfants, quotidiennement, amènent les seaux de denrées alimentaires qui n'ont pas été consommés, les déchets qu'on appelle assiettes. Et tous les 6-7 semaines, Compost In Situ récupère ces palox, ces grands bacs, en tout cas leur contenu, et recycle en bout de champ les denrées alimentaires. Les engagements sont affichés, mais vont pouvoir vous être expliqués par Ludovic Joyeux qui prend ma place. Bien, donc je reviens vous embêter un tout petit peu autour de ce troisième pilier qui est celui des éco-gestes, avec effectivement un premier axe qui est celui de diminuer, non pas de 10%, mais de 10 points de pourcentage, le gaspillage alimentaire en restauration collective d'ici à 2022. Donc, bien évidemment, la démarche qui a été initiée ici, justement, elle prend ses racines sous le précédent mandat, avec un état des lieux qui avait été conduit en 2018 auprès des équipes en restauration, démarche qui avait été accompagnée là aussi par Ecopol, et avec, du coup, on avait souhaité une démarche méthodologique qui soit la plus assise possible, la moins contestable possible, pour justement réaliser les pesées initiales, ce fameux T0 qui nous permettait d'avoir le point de départ et d'imaginer le chemin de progression qui pourrait être le nôtre. On est donc passé en 2018 à un chiffre qui globalement est assez effrayant, somme toute, mais pas si effrayant que ça quand on regarde d'autres communes où on était à 47% de gaspillage alimentaire qui était généré par les repas servis au niveau de la restauration collective de nos écoles. Aujourd'hui, ou en tout cas la pesée qui a été faite en 2020, alors certes, année spécifique, année particulière, nous en convenons tous, mais du coup, l'idée était quand même de rester dans cette dynamique aussi d'implication des équipes municipales sur ce champ-là. On est déjà sur une réduction très significative, puisqu'on est passé donc de 47% à 39% de gaspillage alimentaire. Alors forcément, les premiers pas à réaliser dans ce type de démarche sont toujours les plus faciles à réaliser. Les pas suivants sont ceux de la confirmation et se font souvent avec une vitesse beaucoup moins importante dans l'atteinte de nos résultats. L'ambition qui est la nôtre aujourd'hui, elle est effectivement de tendre vers une réduction des déchets qui nous amène à tendre vers 30% de gaspillage alimentaire. Donc, on serait passé en 2022, donc on serait donc passé en 2018 de 47% à 30% en 2022, ce qui est une progression significative puisque là, on est presque à 30-40% de réduction, somme toute chose égale par ailleurs, par rapport au T0 initial. Pour arriver à cet objectif-là, ce sont des dizaines d'actions qui sont mises en œuvre, 63 actions précisément, qui ont été conduites au quotidien par les équipes depuis 2018, avec, là je précise, toujours cet accompagnement de notre prestataire extérieur qui est Ecopol sur le sujet. Alors, quelques exemples d'actions pour permettre ces réalisations-là. Vous l'avez vu et vous l'avez entendu du coup de la bouche de Marie Lecadre, une démarche qui a été effectuée au titre de la composition des repas, bien évidemment, des exemples, des actions aussi autour du juste calibrage, de la juste qualification de la faim de l'enfant. Tous les enfants n'ont pas le même niveau de faim et n'atteignent pas tous le niveau de satiété au même moment. Donc, ces démarches petite faim et grande faim, avec là aussi la possibilité au niveau de la préparation des repas de reproposer les entrées non consommées le lendemain. C'est aussi le fait de prendre ou pas le fromage en fin de repas. On pourrait multiplier les exemples sur ce sujet-là. On est bien sur une logique d'éducation au goût qui rejoint au bout du compte une logique d'accompagnement sur l'éco-citoyenneté. Pour ce qui est du deuxième axe, qui consiste du coup dans le recyclage de l'ensemble des biodéchets, et comme il est indiqué ici, tout en adaptant le mode de recyclage en fonction des sites. On est, vous l'avez vu dans la petite vidéo, sur des sites qui aujourd'hui sont sur le compostage, mais avec notre prestataire, bien évidemment, il y a aussi, dans le cadre du marché qui est passé avec lui, une récupération d'une partie des déchets générés. Et là, leur finalisation, c'est plutôt de la méthanisation. Donc là, on est effectivement là aussi sur des filières qui sont en cours de consolidation,
avec l'ambition qu'effectivement, à terme, on soit sur des modes de valorisation de ces biodéchets qui soient plus importantes qu'elle n'est aujourd'hui. Je voudrais préciser un point. J'ai évoqué tout à l'heure cette ambition municipale qui prend aussi toute sa place dans une ambition à l'échelle de la métropole. Or, il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de l'agglomération, c'était en 2018, nous avons conduit une démarche qui était celle d'un grand débat métropolitain sur la transition énergétique. Et au titre de ce grand débat, avait été notamment impulsé à l'échelle de chacun des territoires des cahiers d'acteurs, au titre desquels nous, la ville de Couëron, on a réussi à agréger les villes d'Indre et de Saint-Herblain sur une réflexion, sur une expérimentation à l'échelle du pôle Loire-Chésine autour de la structuration d'une filière autour des biodéchets. Donc voilà, on est aussi sur cette réflexion de consolidation de maillons qui aujourd'hui peuvent être pas tout à fait encore structurés ou stabilisés sur la valorisation de ces déchets. Et puis, troisième axe, celui qui consiste à supprimer l'usage du plastique en restauration collective. Alors, bien évidemment, là encore, on a un cadre réglementaire qui s'impose à nous et qui nous oblige en 2025 à veiller à ce qu'il n'y ait plus du tout l'utilisation de plastique dans la restauration. On se donne la possibilité, en toute responsabilité, d'avoir une certaine marge de manœuvre, une certaine souplesse pour que nos solutions soient les plus opérationnelles. Et donc, on se donne cet objectif dès 2024 pour avoir justement cette possibilité d'ajuster. Alors, supprimer le plastique, tout le monde y aspire. Hein, et je pense que là-dessus, on est sur une posture qui fait consensus, sauf qu'il faut trouver des solutions alternatives. Et ces solutions alternatives ne produisent pas forcément toujours des conséquences si simples que ça à gérer au quotidien pour les agents qui ont à accompagner les enfants dans la restauration. Un exemple, si on est amené à remplacer le plastique par un autre matériau, il y a fort à parier qu'au regard des conditions sanitaires qui s'imposent à la restauration collective, ce soit l'inox qui soit choisi. Or, l'inox, si ce matériau est pressenti, bien évidemment, ça pose certaines contraintes. Ça pèse plus lourd que le plastique. Ça pèse, donc, en termes de manipulation, ce n'est pas si neutre que ça auprès des équipes. En termes de stockage, ce n'est pas là aussi neutre. Il faudra imaginer des possibilités qui soient tout à fait adaptées, là encore, aux conditions sanitaires de stockage pour ces matériaux sensibles au bout du compte au regard de leur usage, etc., etc. On est quand même, je le rappelle, sur quelque chose qui envoie à 1700, 1800 couverts quotidiens, donc ce n'est pas neutre en termes d'organisation que de changer le plastique dans notre organisation. Voilà pour ce que je pouvais évoquer. Alors, peut-être un tout petit mot pour élargir un peu le propos sur ces questions des éco-gestes. On est là avec des propositions qui, somme toute, concernent les enfants, concernent les équipes municipales qui interviennent, concernent les équipes pédagogiques, concernent les parents. Et c'est bien dans cette logique-là que ces actions portées au titre des éco-gestes participent du coup d'une démarche de sensibilisation plus large de la communauté éducative, voire même participent de la consolidation de la communauté éducative. J'en veux pour preuve le fait que, notamment sur la question du gaspillage, on est aujourd'hui sur les mêmes réflexions avec les associations de parents d'élèves, notamment pour ce qui est des fêtes d'école, qui aujourd'hui, bien évidemment, au regard du contexte sanitaire, seront peut-être pas sur le format que nous aurions tous voulu voir advenir, mais en tout cas, il y a des engagements qui sont pris à ce sujet-là et qui nous permettent précisément, là aussi, de consolider le dialogue avec ces acteurs de la communauté éducative et donc de poursuivre ce dialogue sur d'autres champs. Donc, c'est un vrai levier de constitution et de consolidation de la communauté éducative. Merci. Alors, comme le disait Ludovic, la ville, elle s'est forcément saisie de la question du gaspillage alimentaire. C'est quelque chose qui mobilise toutes les équipes dans les sites, aussi bien les équipes de la restauration collective que les équipes de l'animation périscolaire. On a la chance, justement, au sein de ces équipes, d'avoir une personne qui est référente sur le gaspillage alimentaire, qui s'appelle Stéphanie Mériot. Donc, Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle qui est le tien en tant que référente gaspillage alimentaire, et puis nous présenter aussi quelques actions qui ont été mises en place dans le cadre de cette démarche? Oui, bonsoir à tous. Donc, Stéphanie Mériot, coordinatrice du gaspillage alimentaire et responsable de l'Office de restauration de Janzay. Donc, mon rôle, effectivement, est de rassembler toutes les données concernant les pesées qui sont réalisées sur les différentes écoles. Et grâce à ces pesées, ça nous permet de réadapter certains grammages et de mettre en action certains éléments. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la petite faim et la grande faim à l'aide de petites étiquettes. Donc, ça permet aux enfants de nous présenter donc, leur étiquette selon leur appétit. On
on a un système aussi de salade bar. Donc, le salade bar qui rend l'enfant plus autonome et donc sur les entrées et parfois les desserts. Donc, il se sert en fonction de son appétit et peut se resservir ensuite s'il le souhaite. Donc également contre la lutte contre le gaspillage, on repasse sur les goûters tout ce qui peut être le pain du jour, le fromage ainsi que les fruits. On a également en ce moment le club des testeurs. Alors le club des testeurs, donc c'est pour tester certaines recettes avant de les mettre au menu. Donc on prend un groupe d'enfants sur différentes écoles. Ils testent certaines recettes en nous donnant leur avis sur le goût, sur l'aspect visuel, si ça leur donne envie, pas envie. Et ça permet ensuite à la cuisine centrale de se réadapter au niveau des recettes. En parallèle de ça, donc j'ai intégré également le projet Clémentine qui nous permet également de mener des actions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci Stéphanie. De rien. Je vous propose d'aborder le dernier pilier. On a déjà commencé à évoquer cette question aussi, comment la restauration collective, elle résonnait aussi avec le territoire. Donc là, on va aborder un petit peu les liens qui peuvent exister entre la restauration collective, ce territoire, et puis des acteurs. Ça peut être les producteurs locaux, ça peut être aussi les habitants, comme par exemple les parents d'élèves. Donc, je vais laisser la parole à Pierre Camus qui va nous détailler un petit peu les engagements qu'a pris la ville sur cet axe-là. Oui, tout à fait. Effectivement, je reviens effectivement pour vous présenter le dernier pilier, donc cet engagement social et territorial de notre politique restauration de la commune. Le premier, effectivement, est de créer du lien avec les producteurs locaux de notre territoire. Alors, comme vous avez pu effectivement l'entendre tout à l'heure, quand on dit local, on ne parle pas forcément de Couëron à proprement parler. Quand on parle de local, on a plutôt une dimension régionale en tête, 50, 100 km autour de nous, qui nous permet effectivement de profiter des différentes productions qui peuvent exister et qui sont en mesure de nous apporter à la fois un approvisionnement suffisant pour nourrir finalement quand même 1800 enfants en moyenne par jour, ce qui n'est pas rien, et qui permet surtout aussi de structurer des professionnels pour pouvoir à développer une économie qui puisse répondre à ce type de public particulier que sont les enfants dans une collectivité. Alors, notre volonté, en tout cas, dans ce plan-là, il est véritablement d'inscrire notre politique de la restauration dans une économie de circuit court, de manière générale, pour à la fois limiter notre empreinte carbone, c'est un peu l'engagement de tous en ce moment, mais c'est surtout le nôtre, et surtout de valoriser des produits locaux au sens régional. Mais comme a pu notamment le préciser Marie Lecadre, on s'est réservé également le droit, dans l'écriture des marchés publics que l'on a fait dernièrement, de pouvoir identifier 5 temps, 5 repas, dans lesquels on peut sortir du cadre du marché global qui est le nôtre en temps normal, pour pouvoir mettre en valeur les produits de Couëron sur 5 repas et permettre aux enfants de découvrir effectivement les différentes productions qui peuvent être celles qui se déroulent sur le territoire de Couëron. Mais ici, comprenez bien, l'objectif n'est pas d'être couëro-couronais, mais c'est bien d'élargir notre vision d'ensemble et de s'inscrire peut-être avec le plan alimentaire territorial qui est du coup mené par Nantes Métropole et qui est également en lien et qui a effectivement cette vocation de créer du lien avec les producteurs et les consommateurs pour toujours essayer de rester au plus près en fonction de la production et de la consommation. Donc, avec notre partenaire, du coup, nous allons effectivement créer, ou cette démarche en tout cas, de créer des partenariats avec les producteurs locaux pour intensifier nos approvisionnements qui vont en ce sens et pouvoir effectivement structurer des filières qui soient en capacité de nous répondre pour notre restauration. Voilà pour le premier point. Le second est celui de la systématisation des commissions enfants sur le temps de la restauration. Alors, on vient juste effectivement de l'aborder très rapidement, mais ici, la dimension, c'est de ne pas considérer les enfants que comme des convives, que comme des consommateurs, justement. S'ils sont effectivement le premier public vers lequel on s'adresse sur le temps du midi, on a l'occasion et on a également l'ambition de les faire devenir des acteurs de ce temps, qu'ils puissent participer, donner leurs avis, expérimenter sur le temps du repas
Ça se décline effectivement sur des ateliers villes, ça se décline également sur ces clubs des testeurs, comme on a pu vous les présenter. Là, ici, vraiment, l'objectif, c'est de rendre l'enfant acteur, de le faire participer à ce temps de la restauration collective et ne pas seulement en faire un consommateur et le rendre, voilà, lui donner des leviers pour pouvoir participer à son temps de la restauration. Ça, c'est pour le second point. Nous avons également en troisième point le développement de la communication autour de la restauration collective et du comité donc consultatif de restauration, parce que globalement, un constat que l'on se fait, en tout cas un constat que je fais depuis un an que je suis élu, c'est que la commune fait beaucoup de choses et que ces beaucoup de choses, finalement, on est très peu au courant. Les Couéronnais, les Couronnaises et les Couronnais sont très peu au courant de ce qui peut se passer, et c'est dommageable, parce que si on fait des choses, et des bonnes choses en tout cas, on pense que ce sont des bonnes choses, autant que ça puisse se savoir, alors on a effectivement ce besoin, cette attention de faire de la communication, donc non pas simplement communiquer pour communiquer, c'est pas le but, mais simplement donner à voir ce qui peut effectivement se passer au sein des restaurants scolaires, un peu désenclaver ce qui peut se passer, effectivement donner à voir aux parents qui ne sont pas présents avec leurs enfants, ce qui peut se faire, parce que on a des familles qui sont curieuses de savoir ce qui se passe et nous, on est aussi on est envieux de pouvoir dire aussi ce que l'on fait, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Et nous avons effectivement 2 leviers pour agir sur cette communication. À la fois, rendre public les comptes rendus du comité consultatif restauration, qui est un comité qui se réunit une fois par trimestre avec donc, les élus, les représentants de parents d'élèves, pour effectivement discuter de ce thème qui est la restauration collective, discuter des menus, présenter un petit peu les actualités qui sont effectivement dans nos calendriers sur ce qui se passe actuellement dans les restaurations collectives. Donc ça, on a effectivement cette volonté de rendre public donc, ces comptes rendus sur la plateforme iDémarche pour qu'elle soit vraiment accessible au plus grand nombre. Et également, nous avons effectivement fait en mars dernier effectivement une Parent News qui a été effectivement l'occasion de thématiser ce journal sur le focus de la restauration collective. C'est un outil que l'on pourra réutiliser, encore une fois, à destination de toutes les familles, pour effectivement donner à voir ce que l'on fait et surtout expliquer quelles sont nos démarches, où est-ce que l'on va et comment est-ce que l'on fait ces choses. Enfin, et pour terminer, le dernier engagement de ce pôle, qui est effectivement de développer les projets transversaux avec la communauté éducative, donc faire en sorte que cet engagement Resto Responsable ne soit pas simplement tenu par les élus et les agents de la ville, mais qu'elle soit effectivement l'occasion pour de multiples acteurs de pouvoir s'engager. Alors on parle par exemple, on pense notamment peut-être au label que l'école Anne Frank a reçu récemment, qui est le label E3D, école en démarche de développement durable, qui permet à Nantes Métropole de pouvoir investir ce temps avec leur programme de nutrition. Et également, et je sais qu'ils sont là avec nous ce soir, l'association du pain sur la planche, qui interviennent dans les écoles d'Yvette et Gouzy, et qui permettent effectivement de développer des temps effectivement d'éducation avec les enfants sur le temps de la restauration. Voilà pour ces 4 engagements de ce pilier numéro 4. Merci. Donc, comme l'évoquait Pierre Camus, donc la ville a souhaité mettre en place un comité consultatif qui permet du coup de concerter les citoyens sur cette question-là. On avait souhaité inviter Anne Rebion, qui est membre de ce comité consultatif, en fait, où peuvent siéger 2 représentants de parents d'élèves par école. Malheureusement, elle a eu un empêchement, donc je vais laisser Marie nous préciser un petit peu le rôle de ce comité, le rôle des participants, et puis quel peut être le déroulé un peu type de ces réunions, puis les questions qui sont évoquées. En effet, je vais prendre la parole pour Anne qui s'excuse, elle a un empêchement professionnel. C'est un parent d'élève qui est sur les écoles Louise-Michel Rosorin depuis 2017 et qui connaît très bien le comité consultatif, puisque je ne pense pas qu'elle ait loupé beaucoup de réunions sur cette thématique. Pour vous éclairer un peu sur ce comité consultatif, c'est une instance en fait qui réunit les parents d'élèves représentants de chaque école, des agents de la ville, que ce soit des agents encadrants ou des agents sur le terrain en animation ou en restauration. Les représentants de l'entreprise Restoria qui nous approvisionne en denrées alimentaires, notamment Antoine, notre gérant, qui est présent au quotidien avec nous pour stocker les denrées dans nos épiceries, nos chambres froides, etc. Un représentant de l'éducation nationale et les élus qui sont à nos côtés pour questionner ce temps de restauration. Classiquement, on évoque les menus à venir
Et on évoque également les menus précédents pour revenir sur les éventuelles questions des parents, etc. Je vais vous lire ce que souhaitait dire Anne pour ce comité consultatif, parce qu'elle m'a quand même laissé quelques notes. Donc, je vais être fidèle à ses propos et lire tout simplement ce qu'elle a noté. Donc, ils sont abordés les thèmes traités par la collectivité, les menus bien évidemment, mais également les actions mises en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l'éducation au goût, le recyclage, les opérations ponctuelles, petit déjeuner, menus à thème, etc. Et les projets tels que Mon Resto Responsable avec les enjeux et objectifs à atteindre. Une visite de la cuisine centrale est proposée chaque année pour les nouveaux parents élus. Notre rôle en tant que parents présents à ces commissions est de prendre les informations et les faire circuler auprès des parents d'élèves. Mais notre rôle consiste aussi à remonter les remarques des parents et des enfants sur les temps du midi, de collation, à l'apéri, et ainsi obtenir des réponses concrètes et rapides. L'année que nous venons de passer n'a malheureusement pas favorisé les temps d'échange avec la plupart des parents. Néanmoins, nous participons toujours à ces réunions pour être informés des avancées en termes d'alimentation pour nos enfants. Et en effet, c'est vraiment des instances qui permettent de répondre à beaucoup de questions. Et nous aussi, en tant qu'encadrants, sur l'aspect plutôt technique, d'avoir des retours terrain, des questionnements dont on ne soupçonne parfois pas l'existence et qui nous permettent d'aller gratter, questionner nos agents sur je pensais que cette telle action était en œuvre et finalement, ce n'est pas si concret à l'échelle de l'enfant ou du parent. Donc, c'est vraiment un lieu de dialogue citoyen qui est formidable et que j'ai beaucoup de plaisir à animer aux côtés de Pierre Camus. Merci. Avant de clôturer cette réunion, je vais repasser la parole à Stéphanie pour voir s'il y a eu des questionnements à soumettre aux intervenants sur les 2 derniers piliers qu'on vient d'aborder. Eh bien oui, il y a eu des échanges sur 3 thématiques. La première autour du salad bar qui a pas mal... on a eu plusieurs interventions. La première, une personne se demandant si elle était proposée dans tous les restaurants ou pas, et des questions autour des précautions dans le cadre des règles sanitaires actuelles. Est-ce que c'est compatible avec les règles sanitaires? Et pour savoir si aujourd'hui c'est proposé actuellement. Donc ça, c'est sur les salades bars pour la première question. Les salades bars, on les a mis en place dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a travaillé tout ça de façon très intensive en 2018 et on a produit un référentiel avec les équipes. J'ai omis de les saluer depuis le début de cette visioconférence et on a vraiment des agents formidables à la manœuvre au quotidien qui sont auprès de ces enfants et qui travaillent toutes les thématiques portées par les élus de la collectivité pour les mettre en œuvre concrètement. Et notamment au regard du gaspillage alimentaire, il y a eu cette idée de salade bar qui a émergé il y a 2 ans, pour lequel j'avais plutôt des freins de certains agents, certains responsables restauration qui me disaient c'est compliqué à mettre en œuvre, on risque d'avoir de l'attente au niveau du self, ça va pas être facile. Et puis, il y a une d'entre elles à qui je fais un clin d'œil qui s'est dit « moi, je tente ». Et puis, ça a super bien marché. Et puis, une deuxième, une troisième. Aujourd'hui, le salad bar, il est fait sur tous les restaurants et c'est un vrai levier en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire qui rend l'enfant acteur. C'est-à-dire que la règle, c'est tu te sers une quantité, celle de ton appétit. Par contre, tu manges la quantité dont tu t'es servi. Sauf vraiment avoir une aversion, parce que ça ne ressemble pas du tout au goût que l'enfant avait imaginé, bien évidemment. Donc, le salad bar s'est mis en place partout, bien évidemment en dehors du contexte Covid que nous traversons, parce que là, on a un protocole sanitaire dans nos restaurants qui nous impose de ne surtout pas faire manipuler des objets mutualisés par les enfants. Et vous imaginez bien que la cuillère dans le salad bar touchée par les 200-300 enfants du restaurant, c'est proscrit aujourd'hui. Mais il y a bien ce qu'on fait au quotidien, qui est notre référentiel quotidien, et ce qu'on fait en mode dégradé aujourd'hui du fait du Covid, qui n'est pas notre fonctionnement habituel. On a un deuxième sujet qui a été abordé par une personne qui se demande si la ville donne les denrées non cuisinées, soit produites, soit non consommées. Alors aujourd'hui, on n'a pas de convention de don de denrées alimentaires qui nous permettrait de donner nos denrées. C'est un document institutionnel qui est obligatoire parce que dès lors qu'on donne des denrées alimentaires, on a des obligations en termes de règles sanitaires à respecter et de traçabilité. C'est un document assez lourd. Donc il y a ce premier frein qui fait qu'aujourd'hui, on ne donne pas nos denrées. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, les associations qui pourraient collecter les denrées alimentaires ne sont pas forcément équipées de chambres froides en taille suffisante pour collecter régulièrement. Donc, il y a toute une filière à mettre en place. Donc, c'est un projet. C'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de travailler, pour lequel régulièrement les élus me questionnent en disant quand même, ça serait bien qu'on le travaille et on l'a tous en tête. Mais c'est vrai que ça sous-tend un dossier et une instruction administrative qui est assez lourde, donc qui va se décanter là dans les mois à venir. Donc, on a un dernier thème qui a été proposé par un participant autour de la
continuité avec le collège, savoir si la démarche est échangée avec les responsables de la restauration du collège pour permettre une continuité aussi lorsque les enfants passent en 6e. Alors effectivement, c'est bonne remarque. C'est, je pense, un sujet qu'il va falloir qu'on puisse partager avec le collège. Le collège a un fonctionnement qui, lui, est totalement différent, puisqu'il est, chaque collège est autonome à la fois au niveau de la recherche des supports alimentaires, mais les matières premières, et qui est après autonome sur la production et l'établissement aussi des menus. Donc, j'entends et je trouve que cette proposition a beaucoup de sens. C'est vrai qu'il y a un travail, une grosse réflexion qui est menée au niveau de la ville et dans l'intérêt de tous et bien sûr des enfants. Une continuité avec le collège serait certainement très pertinente, sachant qu'il faudra aussi, mais comme ils sont quand même ils sont autonomes au niveau de chaque collège, je pense que ça doit être quelque chose qui devrait être assez plus simple à mettre en place que si on travaillait au niveau de l'ensemble des collèges du département. Cette autonomie peut nous permettre de travailler vraiment ensemble et c'est quelque chose que je vais formuler puisque je pense que c'est une très belle idée. Et une dernière petite question autour du salad bar qui est arrivé pendant la discussion et qui demande si le salad bar est proposé pour les maternelles. Alors, on me fait signe parce que j'avoue que je n'avais pas la réponse. Marie Lecadre, qui est juste à côté, me fait signe que non, pour les maternelles, le salad bar n'est pas mis en place. Du fait de l'âge et certainement après, au niveau de l'autonomie, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça n'est pas fait en maternelle. Voilà. Je crois avoir fait le tour des interventions sur le chat. Très bien. Eh bien, écoutez, merci aux participants. Je pense que ce temps a été très porteur de nombreuses informations, je le pense, pour tout un chacun. Moi, je remercie l'ensemble alors bien évidemment mes collègues qui sont aussi là et qui portent le sujet, mais l'ensemble des agents qui travaillent, Marie Lecadre et toutes ces équipes qui soient ou dans la production des menus, mais bien évidemment tous ceux qui sont sur l'accueil et l'accompagnement des enfants dans les restaurants scolaires. Merci à tous et j'ai pris vraiment un très grand plaisir à écouter tout ce qui a pu être expliqué, démontré et je crois que c'est vraiment un exercice qui clairement met bien le souhait de la collectivité pour être au plus près du bien-être de l'enfant et sur cette restauration qui a énormément de dimensions. Ça va bien au-delà de l'assiette, ça va bien au-delà du temps du midi et on en a parlé avec mes collègues, bien évidemment. Ça touche énormément d'autres politiques publiques en particulier et je crois que ce travail ensemble, en commun, il faut qu'on continue à le faire pour être de plus en plus performant et pour aussi se projeter dans l'avenir parce que cet avenir, il faut le travailler et le travailler de bonne manière pour qu'on puisse continuer à vivre de plus en plus sainement sur cette bonne vieille terre. Voilà, en tous les cas, merci à tous. Je redonne la parole à Anthony, peut-être, qui va, ou d'autres participants qui souhaitent reprendre la parole ou pas. S'il n'y a pas d'autres interventions, non. De clôturer cette visioconférence. Eh bien, en tous les cas, bonne soirée à tous. Et puis, au plaisir de se revoir dans d'autres conditions parce que le souhait, bien sûr, c'est d'avoir un temps en présentiel. Et je crois que Marie Lecadre et toutes ses équipes sont en train de nous préparer un autre temps, je l'espère, peut-être à l'automne prochain, pour pouvoir là vraiment être en échange, un échange direct. Et c'est vraiment ce dont à quoi j'aspire. Merci à tous en tous les cas et bonne soirée.